la regarde et je dis: «Mon Dieu, elle est debout là depuis 20 minutes». Bon, À 97 ans, quand on n'a plus rien à prouver, plus rien à perdre, il reste parfois une dernière chose à faire. Dire la vérité. Pas une vérité spectaculaire, pas un scandale fabriqué, mais une vérité nue, lente, douloureuse, celle que l'on a portée trop longtemps en silence. Car derrière le sourire impeccable, derrière la voix rassurante qui a accompagné des générations de Français, une question demeure, lancinante, presque dérangeante. Et si Lynn Renault n'avait jamais vraiment été heureuse? Aujourd'hui, elle ne parle plus pour séduire ni pour convaincre. Elle parle parce que le temps a fait son œuvre. Parce qu'à cet âge-là, on ne joue plus de rôle. On ne protège plus d'image. On ne craint plus le regard des autres. On regarde sa vie en face, comme on feuillette un album aux pages cornées, taché parfois de larmes anciennes. Pendant des décennies, la France a vu Lynn Renault comme une évidence. Une présence lumineuse, une femme solide, une survivante élégante, toujours debout, toujours digne. Mais ce que le public voyait n'était qu'une façade soigneusement construite, un éclat maîtrisé, une armure. Ce qu'on ne voyait pas, c'était l'enfant derrière la star. Une enfant qui a très tôt appris une règle essentielle pour survivre, ne pas se plaindre. Sourire même quand tout fait mal, continuer même quand le cœur se fissure. À 97 ans, Lynn Renault ne révèle pas des secrets pour choquer. Elle révèle des évidences que personne n'a jamais vraiment voulu entendre. Elle parle d'amour, mais aussi de trahison, de regret surtout, de ces choix que l'on fait jeune, souvent contraints, et qui vous poursuivent toute une vie. Il y a des choses que l'on ne dit pas, confie-t-elle aujourd'hui, non par honte, mais parce que certaines douleurs ne trouvent pas de mots, pas à 20 ans, pas à 40, parfois même pas à 70. Il faut attendre que la vie ralentisse, que le bruit s'éteigne, que les projecteurs s'éloignent. Ce que Lynn admet aujourd'hui ressemble moins à une confession qu'à un constat. Comme si elle disait simplement « voilà ce que c'était vraiment, voilà ce que personne n'a vu, voilà ce que j'ai porté pendant que vous applaudissiez ». Et soudain, tout prend une autre couleur. Le succès n'efface pas les blessures. La célébrité ne protège pas de la solitude. Et la longévité n'est pas toujours synonyme de paix intérieure. Car pour comprendre ce que Lynn Renault ose enfin dire à l'automne de sa vie, il faut accepter une idée inconfortable. Certaines existences brillent de mille feux à l'extérieur, tout en restant profondément abîmées à l'intérieur. Avant d'être une icône, avant d'être une voix, avant d'être une figure morale respectée. Lynn Renault a d'abord été une petite fille. Et cette petite fille, très tôt, a appris à avoir peur. Lynn Renault n'a pas grandi dans le confort rassurant des certitudes. Elle est née dans le Nord, là où le ciel semble parfois peser plus lourd que les mots, dans une France encore meurtrie par la guerre, où les silences comptaient autant que les absences. Avant d'être Lynn Renault, elle s'appelait Jacqueline. Et Jacqueline a très tôt compris que l'enfance pouvait être un territoire instable. Son père était parti, prisonnier pendant la guerre. Un mot qui, pour une fillette, ne signifie pas grand-chose au départ, sinon une chaise vide à table, une voix qui manque, une ombre qui plane. Mais quand il revint, ce ne fut pas la scène chaleureuse que l'on imagine. Il rentra changé, fatigué, parfois ivre, jamais violent, dira-t-elle plus tard, mais imprévisible. Et l'imprévisible, pour un enfant, est souvent plus effrayant que la colère. J'avais peur de lui, avouera-t-elle des années plus tard. Une phrase simple, terrible. La peur, surtout le vendredi soir. La peur de ses silences, de ses humeurs, de cette tension invisible qui traverse une pièce sans prévenir. Dans cette maison, l'amour existait, mais il était maladroit, fissuré. La famille tenait debout, mais à force de compromis. Jacqueline grandit entourée de femmes, sa mère, sa grand-mère, son arrière-grand-mère, 3 générations marquées par la même règle tacite. On encaisse, on ne se plaint pas, on avance. C'est là qu'elle apprend sa première leçon de vie. Souffrir en silence est une forme de dignité, une leçon qui la suivra partout. Puis vient le jour où l'enfance se brise vraiment. Elle a 12 ans, l'âge où l'on croit encore que les adultes disent la vérité, l'âge où l'on joue sans arrière-pensée. Ce jour-là, Jacqueline découvre un secret que personne n'avait jamais pris la peine de lui expliquer. Le petit garçon avec qui elle jouait depuis toujours, celui qu'elle considérait comme un ami du village, était son demi-frère. Son père menait une double vie.
Elle se souvient encore des cris, des hurlements de sa mère. Elle rentrait de l'école. Elle ne comprenait pas tout, mais elle comprenait l'essentiel. Quelque chose venait de se casser, définitivement. L'innocence, elle, ne reviendrait pas. Sa mère demanda le divorce. Dans la France des années 40, c'était un acte presque scandaleux. Une femme quittant son mari, c'était accepter le regard accusateur des autres, la solitude, la précarité. Mais elle le fit, sans reculer. Jacqueline ne le comprendra que plus tard. Sa mère venait de lui transmettre, sans le savoir, une autre leçon capitale. Il vaut mieux affronter le jugement que vivre dans le mensonge. Pourtant, ce choix laisse des traces. L'enfant observe. Elle apprend que l'amour peut trahir, que la famille peut mentir, que la sécurité est fragile. Alors elle s'adapte, elle sourit, elle devient sage, trop sage peut-être. À l'école, Jacqueline ne trouve pas sa place. Elle n'est pas faite pour rester assise, dira-t-elle plus tard. Sa tête est ailleurs. Déjà, elle rêve d'évasion, elle chante. La musique devient un refuge, un endroit où la peur s'efface quelques minutes, où la voix peut dire ce que le corps tait. À 14 ans, elle échoue à son certificat d'études. Pour beaucoup, c'est un échec. Pour elle, c'est presque un soulagement, comme si la vie lui disait enfin « Tu n'es pas faite pour ce chemin-là ». Elle quitte l'école sans regret, sans plan précis, mais avec une certitude intime, elle doit partir. Autrement. Ce que personne ne devine encore, c'est que cette petite fille discrète, façonnée par la peur et le silence, est déjà en train de se construire une carapace brillante, solide, une carapace qui la protégera, mais qui l'empêchera aussi, plus tard, de vivre pleinement. Quand Jacqueline quitte l'école à 14 ans, elle ne sait pas exactement où elle va. Mais elle sait, avec une intuition presque animale, où elle ne veut plus rester. Les salles de classe l'étouffent, les bancs trop durs, les règles trop étroites. Elle n'est pas faite pour apprendre par cœur ce que d'autres ont décidé pour elle. Elle est faite pour ressentir, pour transmettre, pour vibrer. La musique déjà l'appelle. Pas comme un rêve flou, mais comme une nécessité. Chanter, ce n'est pas un caprice. C'est une respiration, une manière d'exister sans avoir à s'expliquer. Elle se présente à une audition presque par hasard, sans stratégie, sans plan de carrière. Et pourtant quelque chose se produit. Une présence, une voix encore brute, mais sincère. Une détermination qui surprend. Ce soir-là, dans la salle, se trouve le directeur de Radio Lille. Il ne voit pas encore une star. Il voit une promesse. Une jeune fille qui ne cherche pas à plaire, mais à être entendue. Il lui propose d'intégrer l'orchestre de la station. Jacqueline accepte, sans hésiter, comme si la vie venait enfin de lui ouvrir une porte. C'est à ce moment-là qu'elle comprend une chose essentielle. La scène sera son refuge. Là où l'enfance lui a appris à se taire, le micro lui permet de parler sans se justifier. Elle chante d'abord dans les cafés, debout sur des tonneaux, devant des regards distraits. Elle chante pour quelques pièces, pour un sourire, pour une chance. Très vite, elle monte à Paris. La ville pense encore ses plaies de guerre. Les gens ont faim de beauté, de légèreté, d'oubli, et Jacqueline, avec sa voix claire et son sourire fragile, offre exactement cela. Elle n'a pas été formée pour être une vedette. Elle le devient parce qu'elle n'a pas d'autre choix. Mais entrer dans la lumière a un prix, et ce prix porte un nom. Il s'appelle Loulou Gasté. Il a 20 ans de plus, une carrière, des relations, une autorité naturelle. Il écrit des chansons que Jacqueline connaît par cœur depuis l'enfance. Quand elle le rencontre, elle ne tombe pas amoureuse, pas encore. Elle le respecte, elle l'écoute, elle se laisse guider, lui voit en elle ce que personne n'a encore su formuler, un potentiel immense, à condition d'être façonné. C'est lui qui lui donne un nouveau nom, un nom plus doux, plus mémorable, Line Renaud. À partir de là, Jacqueline disparaît peu à peu. Line naît sous les projecteurs, et avec elle, une transformation méthodique. La voix, bien sûr, mais aussi le corps, les vêtements, la posture, le sourire, même les dents, tout est ajusté, optimisé, corrigé. Line fait confiance, totalement. Elle confond protection et contrôle. Elle croit qu'être guidée, c'est être aimée. Après tout, elle a grandi ainsi. Entre silence et autorité implicite, elle ne voit pas encore le déséquilibre. Elle ne le nomme pas. Elle avance. Le succès arrive vite. Trop vite, peut-être. Les music-halls parisiens l'acclament. Les tournées s'enchaînent. Les applaudissements couvrent les doutes. À 20 ans à peine, Line Renaud devient le visage d'une France qui veut croire à des jours meilleurs. On l'admire, on l'envie, on la pense heureuse. Mais derrière le rideau, quelque chose résiste. Une fatigue sourde, une solitude étrange. Line n'est jamais seule, pourtant elle est souvent isolée. Elle appartient déjà au public, à son mentor, à son image, pas encore à elle-même.
Elle ne le sait pas encore, mais dans cette ascension fulgurante, un choix intime se prépare. Un choix qui ne se verra pas sur scène. Un choix qui ne fera jamais applaudir personne. Un choix qui marquera son corps, son cœur et toute sa vie. Il y a des décisions qui ne ressemblent pas à des choix. Elles s'imposent brutalement dans un contexte où tout semble déjà écrit à votre place. Lynn Renaud n'avait pas 20 ans lorsque sa vie a basculé, non pas sous les projecteurs, mais dans l'ombre la plus totale. À ce moment précis, sa carrière démarre, son nom circule, son image se construit. Et pourtant, à l'abri des regards, elle porte un secret que personne ne doit connaître. Elle est enceinte. Dans la France d'après-guerre, ce n'est pas une nouvelle, c'est une menace. Une menace pour sa carrière naissante, pour l'homme qui l'accompagne, pour l'ordre fragile qu'ils ont mis tant de soin à bâtir. Le mot scandale plane comme une condamnation. Alors on ne discute pas longtemps. On décide pour elle, vite, en silence. Ce ne sera pas à l'hôpital, ce ne sera pas légal, ce ne sera pas digne. Des décennies plus tard, Lynn Renaud racontera cette scène avec des mots simples, presque détachés. Un couloir sombre, des instruments, une femme dont elle ne verra jamais le visage, la douleur et surtout le silence. Un silence épais, glaçant, qui avale tout. À cette époque, on appelait cela des faiseuses d'anges. Des mots presque poétiques pour une réalité brutale. Mais l'intervention tourne au cauchemar. L'hémorragie ne s'arrête pas. L'infection s'installe. La septicémie menace. Lynn frôle la mort. Un médecin de famille doit finir le geste, à la hâte, sur une table de cuisine. Pas de blouse blanche, pas de protocole, juste l'urgence et la peur. Elle survivra. Mais quelque chose en elle ne se relèvera jamais vraiment. Ce corps, qui faisait rêver la France entière, vient d'être trahi. Cette jeune femme, qui montait sur scène avec assurance, vient d'être brisée dans ce qu'elle a de plus intime. Cet enfant aurait 60 ans aujourd'hui, dira-t-elle un jour, le regard baissé. Une phrase lourde comme une vie entière. Elle n'aura jamais d'autres enfants, jamais, et cette absence deviendra un compagnon invisible, fidèle, douloureux. Pendant longtemps, elle n'en parle pas, ni à la presse, ni au public, presque à personne, non par honte, mais parce que la douleur est trop profonde, parce que mettre des mots dessus, ce serait rouvrir une plaie qui n'a jamais vraiment cicatrisé. Alors elle fait ce qu'elle a toujours su faire. Elle avance, elle chante, elle sourit, elle travaille plus que jamais. Sur scène, Lynn Renaud est lumineuse. En coulisses, elle pleure une vie qu'elle n'aura jamais. Ne pas être mère, pour elle, n'est pas un détail. C'est un vide, un manque qui s'insinue partout, dans ses relations, dans ses choix, dans sa manière d'aimer. Elle le dira bien plus tard. Ne pas avoir eu d'enfant, ça a été un échec. Un mot dur, sans détour, à son image. Ce traumatisme silencieux devient la clé de lecture de toute son existence. Il explique sa fidélité, parfois incomprise, son besoin de protéger, son attachement excessif, sa peur de perdre. Lynn Renaud continue d'aimer, oui, mais toujours avec une retenue. Comme si une partie d'elle était restée figée, ce jour-là, dans ce couloir sombre. Le public n'a jamais rien su, et peut-être que c'est cela le plus troublant. Pendant que la France applaudissait, une femme portait seule l'un des regrets les plus lourds qu'une vie puisse contenir. Après ce qu'elle a traversé, Lynn Renaud aurait pu se refermer, se contenter de la scène, du travail, de l'image. Beaucoup l'auraient fait. Mais l'amour, même blessé, trouve parfois des chemins détournés pour revenir. Et dans la vie de Lynn, l'amour prendra une forme paradoxale, presque impossible à expliquer sans jugement hâtif. Il y a d'abord Loulou Gasté, le mari, le mentor, l'homme avec qui elle partage sa vie officielle. Pendant 45 ans, un lien solide, respectueux, profondément structurant, mais jamais réellement passionnel. Lynn le dira sans détour, bien plus tard, avec une honnêteté désarmante. Je l'aimais, mais pas physiquement. Cette phrase résume une existence entière, une union bâtie sur la gratitude, la loyauté, la reconnaissance. Loulou l'a faite, il l'a protégée, il l'a façonnée. Elle ne se sent pas libre de le quitter. La culpabilité serait trop lourde. Et puis, partir pour quoi ? Pour qui ? Lynn a appris très tôt que l'on ne quitte pas facilement ce qui vous a sauvé. Et pourtant, un jour, un autre homme entre dans sa vie. Il s'appelle Nate Jacobson, un homme d'affaires américain, charismatique, assuré, libre. Avec lui, Lynn ne se sent pas dirigée. Elle se sent regardée, vraiment regardée. « Je l'ai vu, dira-t-elle, et j'ai su que ce serait une histoire. Pas une aventure,
une histoire. Ce qu'ils vivent ensemble n'a rien de tiède. C'est une passion, une vraie, brûlante, vivante, une relation charnelle, émotionnelle, intense. Tout ce qu'elle n'a jamais connu auparavant. Pendant 15 ans, ils s'aiment dans l'ombre, loin du public, loin des jugements. 2 vies parallèles, soigneusement séparées. Lynn ne quitte pas Loulou, jamais. Elle mène 2 existences, celle que tout le monde voit et celle qui lui permet de respirer. Elle dira plus tard « J'ai aimé 2 hommes, l'un sans relation physique, l'autre avec passion. Mais ce qui la hante, ce n'est pas d'avoir aimé 2 hommes, c'est de n'avoir jamais pu aimer pleinement l'un ou l'autre, toujours à moitié, toujours avec une retenue, toujours avec cette peur de détruire ce qui tient encore debout. Quand Nat meurt en 1987, Lynn est anéantie. Cette fois, il n'y a pas de scène pour masquer la douleur. Pas de rôle à jouer, elle perd l'homme avec qui elle se sentait enfin entière. Et elle n'a pas le droit de porter le deuil au grand jour. La solitude, encore une fois, devient sa compagne silencieuse. Les années passent. Loulou s'éteint à son tour en 1995. Lynn se retrouve seule dans une maison trop grande, pleine de souvenirs. Elle vieillit, son corps ralentit, les amis disparaissent. Et avec eux, une question obsédante. Que reste-t-il quand on a tout donné, sauf une chose ? C'est à ce moment-là qu'apparaît Jenny. Elle a 17 ans, une admiratrice, une enfant presque. Elle arrive avec des classeurs remplis de coupures de presse, de photos, d'articles que même Lynn avait oubliés. Elle est timide, dévouée, touchante. Lynn est émue, profondément. Sans s'en rendre compte, elle ouvre une porte intime, celle de la maternité manquée. Jenny l'appelle Mamounette, puis Mamie, un mot qui frappe Lynn en plein cœur, là où la douleur n'a jamais cessé de vivre. Peu à peu, la jeune fille s'installe. Elle aide, elle rassure, elle organise, elle filtre les appels, elle devient indispensable, presque une fille. Mais quelque chose glisse, lentement, subtilement. Une jalousie étrange, des reproches émotionnels, des messages accusateurs. Lynn ferme les yeux, elle ne veut pas voir. Perdre Jenny, ce serait perdre une seconde fois l'enfant qu'elle n'a jamais eu. Jusqu'au jour où la vérité éclate. Un chèque, faux, un héritage, inventé, une vie mensongère. Tout s'effondre. Lynn confronte Jenny sans cri, sans haine, avec une tristesse immense. Elle lui demande de partir. Simplement, de vivre sa propre vie. Le lendemain, Lynn est hospitalisée en urgence. Une hémorragie interne grave. Les médecins parleront plus tard de choc émotionnel. Cette trahison-là n'est pas une simple déception. C'est une blessure tardive, cruelle, infligée à une femme qui avait déjà tant perdu. Lynn ne reverra jamais Jenny. À un certain âge, la mort cesse d'être une menace. Elle devient une présence, pas forcément inquiétante, plutôt familière. Pour Lynn Renaud, la mort n'a jamais été un sujet tabou. Elle l'a vue de près trop souvent, dans un couloir sombre, à 20 ans, dans les hôpitaux, auprès de ses amis, dans les silences laissés par ceux qui ne reviendront plus. Alors, très tôt, elle a décidé d'une chose essentielle. Elle ne subirait pas la fin, elle la préparerait. Pendant que d'autres refusent d'y penser, Lynn organise. Elle observe les enterrements auxquels elle assiste. Elle écoute, elle ressent. Et un jour, presque avec humour, elle lâche cette phrase qui en dit long « Je vais à beaucoup d'enterrements, et c'est toujours trop long ». Ce qu'elle ne veut pas, c'est la lourdeur, le pathos, les adieux étouffants. Elle se souvient d'un moment précis, les funérailles d'Henri Salvador. Ce jour-là, elle comprend. Ce n'était pas triste, c'était vivant, émouvant mais léger, à son image finalement. Si elle pouvait choisir, dit-elle doucement, ce serait une cérémonie jazz à la Nouvelle-Orléans. Du rythme, de l'âme, de la vie, jusqu'à la dernière note. Ce n'est pas une coquetterie, c'est une philosophie. Lynn Renaud veut mourir chez elle, dans son lit, à la Jonchère, la maison où elle vit depuis 1948. Pas à l'hôpital, pas branchée à des machines, pas dans une agonie prolongée. J'ai vu ma mère souffrir, confie-t-elle, je ne veux pas de ça. C'est cette lucidité qui la pousse à s'engager, publiquement, pour le droit de mourir dans la dignité. Elle ne parle pas en star, elle parle en femme, en témoin, en survivante. Devant les députés, elle raconte Loulou Gasté, son mari, suppliant que cela s'arrête. Elle raconte l'impuissance, l'inhumanité de certaines fins imposées. Quand il n'y a plus rien à faire, pourquoi prolonger la douleur ? Sa question n'est pas provocante, elle est humaine. De la même manière, lorsqu'en 2024, l'IVG est inscrite dans la Constitution française, Lynn Renaud se lève. Elle parle,
non en militante abstraite, mais en jeune fille qu'elle a été, celle qui a failli mourir dans un couloir, celle à qui on n'a laissé aucun choix. Ce combat-là, elle le porte depuis toujours, même sans le dire. À la fin de sa vie, tout converge. Le droit des femmes, le droit de choisir, le droit de ne plus souffrir inutilement. Lynn Renaud transforme ses blessures en héritage. Elle lègue ses archives à l'État, ses lettres, ses enregistrements, même ceux de Loulou. Rien n'est laissé au hasard. Elle n'a jamais eu d'enfant, pourtant elle est devenue une mère autrement, une mère de cœur. Pour des artistes, pour des malades, pour des causes oubliées. Quand le sida ravageait des vies, elle était là. Quand d'autres protégeaient leur image, elle tendait la main. Elle a perdu de la popularité, elle s'en fichait. L'espoir, disait-elle, c'est tout ce qu'il nous reste quand il n'y a plus rien. Aujourd'hui, Lynn Renaud parle calmement, sans peur, sans tremblement. Tout est prêt, dit-elle. Maintenant, il ne me reste qu'à vivre encore un peu. Il n'y a aucun drame dans sa voix, juste l'acceptation sereine d'une femme qui a décidé d'écrire elle-même le dernier chapitre. Et c'est peut-être cela, la plus grande leçon de sa vie. Question pour vous, qui regardez cette vidéo? Peut-on vraiment dire qu'on a vécu pleinement quand on a passé une grande partie de sa vie à se taire? Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à aimer cette vidéo, à la partager avec ceux qui aiment les récits de vie profonds, et à vous abonner pour ne manquer aucune de ces histoires humaines qui nous parlent de nous tous. Et dites-moi en commentaire, quelle partie de la vie de Lynn Renaud vous a le plus bouleversé? Merci de m'avoir écouté, à très bientôt.